Bonjour à tous. La concertation plutôt que la logique de blocage, est-ce possible en Guadeloupe, un an après le début de la crise sanitaire? Où en sont nos artisans et TPE? La question du RSI est-elle définitivement réglée? Dominique Virassamy, le président de Sauver, notre entreprise guadeloupéenne, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Dominique Virassamy. Bonjour Monsieur Fandéré. Bloquer les routes pour se faire entendre, ce n'est pas visiblement votre méthode au SNEG. En plus, vous n'avez pas de camions ni d'engins de chantier. C'est-à-dire que je pense qu'à la situation où nous sommes en Guadeloupe, quand nous avons la possibilité de permettre de l'oxygénation au pays Guadeloupe, je pense qu'il faut en profiter. Et donc, le blocage, je respecte, je ne suis pas là pour faire l'autopsie de blocage de la Guadeloupe ou pas, mais nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons une méthode qui est totalement différente, c'est-à-dire nous privilégions la discussion, la concertation, et le blocage éventuel arriverait probablement en dernier recours. Mais jusqu'à présent, depuis l'existence du SNEG, nous n'avons pas eu recours systématiquement au blocage de rue, ni des opérations escargot, parce que chaque fois que nous avons eu à défendre le dossier ou les dossiers de nos adhérents, nous avons privilégié la communication, ce qui nous a amené sur un volume de 90% de réussite, soit dans les arbitrages directement de la sécurité sociale, ou soit devant les tribunaux. Donc, ce qui veut dire que nous n'avons peut-être pas pléthore de dossiers, mais nous travaillons dans la concertation. Justement, votre organisation a rencontré ce matin le directeur général de la CGSS. Qu'en est-il sorti? Écoutez, j'étais très satisfait, pour la simple raison que nous avons mis à plat la situation de la Guadeloupe. Nous avons exposé les dysfonctionnements du RSI, et donc, le directeur de la Sécurité sociale nous a apporté un certain nombre de réponses. Il y a des choses, évidemment, qui peuvent être réglées qu'au niveau national. Il y en a d'autres qui sont réglées au niveau législatif. Et il y en a d'autres qui peuvent être réglées en interne au niveau de la Sécu. Et donc, nous avons pu discuter d'un certain nombre de problèmes, de problématiques, et nous sommes d'accord de nous revoir, puisque c'était un premier contact, et cela a apporté ses fruits, puisque nous allons partir sur une forme de convention très bientôt. Oui, on ne s'en sort pas avec ce RSI. Ah non, pas du tout. Et j'ai eu confirmation ce matin, puisque le directeur de la Sécurité sociale m'a confirmé que le logiciel SNV2 est encore utilisé, et j'ai apporté la démonstration que le RSI utilisait un logiciel qui était vérolé, qui a eu un virus, puisque quand ils ont marié les deux systèmes, le SNV2 et le Taïga des URSSAF, il y a eu une incompatibilité des deux systèmes qui a entraîné un bug informatique, et ce bug a déclenché des dysfonctionnements qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai fait valoir le fait que les créances qui sont exigées aujourd'hui, ce sont des créances qui émanent du RSI depuis 2008. Et donc aujourd'hui, quand le RSI, la SSI aujourd'hui réclame une somme, elle est basée, cette somme est basée et indexée sur des sommes qui ont été réclamées il y a 5, 6, 10 ans. Et donc par conséquent, quand on traite les chefs d'entreprise, les indépendants de mauvais payeurs, il n'est pas question que j'accepte cela, puisque c'est le RSI qui réclame une créance qui est insincère et erronée. Donc quand le chef d'entreprise dit « moi je conteste », puisque c'est la bonne formule, c'est pas tout de dire que je ne paye pas, et c'est une erreur de dire qu'on paye, puisque la loi met à notre disposition beaucoup d'artifices qui nous permettent de gagner certains procès. Comme je vous l'ai dit, nous avons un taux de réussite de 90%. Parce que nous travaillons nos dossiers, et quand nous envoyons un dossier soit en arbitrage ou au tribunal, on a pratiquement 90 à 95% de chances que nous soyons entendus. Et justement, qu'est-ce qui a été décidé là ce matin sur ce dossier? La sécurité sociale, comme il l'a dit la dernière fois qu'il y a eu la grève des socioprofessionnels, et la première des choses, c'est qu'en ce qui concerne le RSI, les affiliés, je parle bien des affiliés du RSI, je conseille, et nous sommes tombés d'accord avec le directeur, qu'il faille que ces chefs d'entreprise puissent se rapprocher des services de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un certain nombre de moratoires qui seront mis en place, mais d'ici, alors je n'ai pas la date exacte, mais dans un délai assez court, il y aura
moratoire qui sera mis en place, qui sera très long, mais pour cela, les gens qui devront en bénéficier, ce sont ceux qui auront mis à jour, quand je dis à jour, qui auront pris contact avec la sécurité sociale pour étudier les éventuels dysfonctionnements, et après les éventuels dysfonctionnements, ils pourront avoir plus facilement accès à un moratoire ou autre allègement de quelque nature que ce soit. Mais il faut savoir que la sécurité sociale a un périmètre qui ne peut pas dépasser. Et ça, nous en sommes parfaitement conscients. Parce que quand j'entends certaines personnes réclamer la suppression de la dette sociale, il faut savoir que chaque fois que vous allez supprimer une dette sociale, vous supprimez de facto les trimestres de retraite qui s'y sont intégrés. Et donc, par conséquent, quand le chef d'entreprise arrivera à 62 ans et qu'il voudra prendre sa retraite, il n'aura que 50 € parce que la dette aura été supprimée, mais les trimestres de retraite aussi. Donc, demander l'annulation des dettes sociales, c'est irresponsable. Alors, nous avons une méthode. Et la méthode passe par ce que nous avons fait auprès des 7 parlementaires, puisque mon association a demandé aux 7 parlementaires d'imposer et d'exiger une mission parlementaire sur les 12 ans d'exercice du RSI. Je l'ai dit tout à l'heure, depuis 12 ans, depuis 2008, le RSI a utilisé un logiciel qui était infecté. Donc, quand vous avez des créances qui sont réclamées depuis cette période-là, ça mérite une expertise, ça mérite une mission d'enquête, et cette mission va permettre de faire la lumière sur ces 12 ans. Et quand nous aurons cette vérité sur les pratiques du RSI, à ce moment-là, nous pourrons aller au tribunal, et le tribunal, théoriquement, devrait nous suivre en condamnant le RSI. Ce qui veut dire que ce que nous demandons, ce n'est pas que les affiliés soient remboursés ou dédommagés par une somme X, mais il faut que ce dédommagement puisse être transféré en trimestre de retraite acquis. Donc, comme ça, l'État n'aura pas à sortir de l'argent, le chef d'entreprise sera gagnant et la sécurité sociale sera gagnante aussi. Vous avez traité donc des dettes sociales avec la CGSS. Pour les dettes fiscales, même combat? Alors, les dettes fiscales, c'est différent parce que moi, je ne m'attaque pas du tout aux dettes fiscales puisque jusqu'à présent, je n'ai jamais remis en cause l'articulation de calcul des impôts puisque vous êtes taxé sur ce que vous déclarez. Et donc, lorsque vous déclarez une somme X, il y a un algorithme, il y a tout ça, et donc c'est bien calculé. Et ce n'est pas pareil pour le RSI. Et j'insiste parce que je vous donne 2 exemples, et vous allez très bien comprendre. Nous avons discuté de ça ce matin. Lorsque vous êtes en auto-entrepreneuriat ou en micro-entreprise, vous êtes taxé sur votre chiffre d'affaires, à raison de 37% à peu près, globalement 37%. Tandis que lorsque vous êtes au réel simplifié, vous êtes taxé sur votre bénéfice en France, à hauteur de 47% et en Guadeloupe à hauteur de 54,75%. J'ai posé la question, je croyais que l'article 1 de la Constitution disait que la France est une et indivisible. Alors pourquoi une telle discrimination entre l'Hexagone et la Guadeloupe? Donc ce qui veut dire que quelque part, il y a ce genre de dysfonctionnement qui nécessite justement une enquête parlementaire. Donc les impôts, ça fonctionne différemment. Moi, en principe, un salarié, quand il fait sa déclaration d'impôt, il est taxé à peu près de 10% de sa déclaration annuelle d'impôt. Donc, ce qui correspond à peu près à un mois de salaire, grosso modo. Donc, ce qui veut dire que les impôts, pour l'instant, je ne me suis pas penché là-dessus, mais ça me paraît quand même assez bien équilibré. Un an après le début de cette crise du Covid, Dominique Virasamy, que vous disent vos adhérents au SNEG? Dans quel état d'esprit sont-ils? Alors, c'est la morosité. Ils sont très inquiets parce que, non pas par le combat que nous menons, parce qu'ils savent, parce que nous traitons leurs dossiers jour après jour, mais au niveau de la santé économique de la Guadeloupe, il y a un problème et les gens sont extrêmement inquiets. Et nous sommes en train de terminer une enquête Covid au niveau de l'économie et je peux vous dire que ça ne sent pas très bon du tout. Au niveau de l'économie de la Guadeloupe, ça ne sent pas très bon, puisque malheureusement, nous sommes sur un petit territoire, 1500 km². Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes de sargasses, nous avons des problèmes de RSI, nous avons plein de problèmes. Et donc, malheureusement, c'est une entreprise qui entraîne l'autre. Et quand vous avez le tourisme qui ne fonctionne pas, le BTP qui est en panne, les autres secteurs sont systématiquement coincés. Et il n'y a pas d'ouverture, puisque aujourd'hui, les métiers de service fonctionnent,
les livraisons à domicile, tout ça, ça fonctionne. Le poisson, ça fonctionne. L'agriculture, ça fonctionne. Mais l'artisanat lui-même est en panne. Je prends par exemple mon secteur qui est la couture. Écoutez, ça fait un moment qu'on n'a pas travaillé. Puisqu'on a déclenché une fabrication de masques, j'espère qu'on aura un parler tout à l'heure. Moi, j'étais à la tête d'un regroupement de couturiers et ça avait commencé à bien marcher. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu déjà la problématique des normes AFNOR, puis après on a vu surgir une unité de fabrication de masques chirurgicales. Je ne condamne pas le président de région de l'avoir monté, puisque si la Guadeloupe ne l'avait pas fait, la Martinique l'aurait fait ou bien la Guyane l'aurait fait. Donc je préfère encore que ça soit sur notre territoire Guadeloupe. Seulement, ça nous a douché littéralement de nos bénéfices et... en plus de ça, aujourd'hui, même si le masque en tissu est encore d'actualité, mais qu'il faut qu'il soit de catégorie 1, il faut qu'il ait une validation de la DGA, qui est la Direction Générale des Armées, et il faut, pour le couturier ou la personne qui voudrait faire valider un tel prototype, il faut débourser 1 700 € à la DGA pour avoir cette validation. Est-ce que vous croyez qu'un chef d'entreprise qui n'a déjà pas d'argent, est-ce qu'il va investir 1 700 € dans un prototype dont il n'est pas sûr qu'il aura la validation? Donc, toutes ces choses-là sont venues Alors, comment vous avez géré ça? Comment vous avez géré ça? Alors, parce que au départ, on a pensé à une belle opportunité pour les couturiers, tout à fait. Malheureusement, nous avons eu cette concurrence déloyale au niveau de la fabrication de masques faits par des personnes de manière dissimulée. Et donc, il y a eu ça. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de fabriquer leurs masques pour eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose. Mais j'ai personnellement écrit aux parlementaires, mais aussi aux décideurs, pour leur dire que dans le port du masque pour les enfants dans les écoles primaires, nous voulions prendre notre part. Parce que pour l'instant, comme le masque est obligatoire, je ne suis pas dans la configuration du non-port du masque. Je suis dans la configuration qu'il y a une obligation de porter ce masque et que puisqu'il y a des masques qui sont utilisés, pourquoi nous, les couturiers, ne puissions pas avoir notre part du marché? Puisque quand vous comptez à peu près 190 établissements primaires, ça fait au bas mot près de 30 000 élèves à raison de 10 masques par enfant. Masques en tissu, je dis bien, c'est près de 300 000 masques qu'on aurait pu fabriquer catégorie 1. Pour cela, il aurait fallu que les couturiers puissent se rassembler, que nous puissions avoir un prototype identique, le même prototype, que nous puissions utiliser le même tissu, et à ce moment-là, on aurait absorbé aux mêmes normes et on aurait absorbé ce marché. Donc j'ai écrit, je n'ai pas encore eu de réponse, mais toujours est-il que le temps file et nous serons bientôt à la fin de l'année scolaire. Est-ce que ce sera intéressant ou pas? Je ne sais pas. L'urgence, Dominique Virasamy, doit porter sur quoi un an après pour les entreprises de petite taille comme les vôtres? Alors, le gros problème, M. Fandéré, c'est que nous avons un tissu économique qui est 80% de TPE. Sur ces 80% de TPE, il faut compter 70 à 80% d'entre elles sont inscrites dans le fichier des endettés sociaux et fiscaux, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'argent pour pouvoir payer leurs obligations administratives. Quand vous êtes dans le fichier, vous n'êtes pas éligible aux prêts bancaires, aux subventions régionales et aux avantages de l'État. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le gros problème pour les artisans, c'est que tout l'argent qui a circulé au niveau des 1 500 € qui ont été donnés par l'État, beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas eu droit parce qu'ils n'étaient pas éligibles. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de chefs d'entreprise sont en train de déposer la carte. Déjà, avant la Covid, c'était 60 entreprises qui étaient liquidées par semaine, je dis bien par semaine, mais là, si elles sont liquidées, c'est parce qu'elles étaient bancales, on peut le considérer, mais aujourd'hui, les choses qui sont remontées jusqu'à moi laissent à penser que nous frôlons déjà presque les 5 000 dépôts de cartes professionnelles. Il veut dire que tout ça, c'est pas bon. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement accepte de dépasser leur périmètre de légalité et de permettre aux chefs d'entreprise de l'artisanat d'accéder, d'une part, exceptionnellement aux avantages de l'État, mais surtout de supprimer l'obligation de présenter l'attestation de vigilance pour aller sous les marchés. Parce que comment voulez-vous qu'une entreprise qui soit endettée puisse être interdite d'aller sur un marché? Tandis que si l'État, le gouvernement, par le biais
et la demande de nos parlementaires, parce que j'aime bien respecter l'ordre des choses. Les parlementaires doivent demander au gouvernement d'alléger l'interdiction pour que nous puissions avoir accès à toutes ces données et tous ces avantages. Le pays est en train de se tendre socialement et politiquement avec l'approche des régionales et départementales. Bon, si elles ne sont pas reportées, en tout état de cause, il ne faut pas se tromper de combat. Ce sera compliqué. Je serai un électeur très attentif parce qu'il y a des choses qui se font, personne ne peut l'ignorer. Et je n'aime pas non plus quand on dit qu'un tel n'a rien fait. Je n'aime pas cette vision des choses. Quand vous avez un élu, qu'il soit maire, qu'il soit président de région ou autre, ces personnes-là, ces élus-là ont toujours fait leur boulot. Avec plus de victoires ou moins de victoires, ça c'est autre chose. Mais le président de région actuel a fait un certain nombre de propositions, dont le projet le plan de relance, qui, selon moi, est une excellente chose pour le pays Guadeloupe. Maintenant, il faut simplement trouver les bonnes articulations, notamment, il faut faire une expertise de la situation des dettes sociales et fiscales pour savoir à qui on va attribuer exactement ces sommes allouées. Et moi, j'irai écouter toutes les personnes qui ont quelque chose à proposer. La chance que j'ai, c'est que depuis 2017, après mon passage à la candidature législative, j'ai dit que je ne suis plus en politique dans la recherche de postes électifs. Mais je reste très attentif à la chose politique parce que quand on est président d'une association qui s'occupe d'entreprises, on ne peut pas rester à l'écart de ce qui est décidé. Donc, j'irai écouter toutes les personnes qui m'invitent, qu'ils soient du camp de la majorité ou du camp de l'opposition, parce que même si je ne fais plus de politique politicienne, enfin je ne suis plus à la recherche du poste électif, je peux vous assurer que je vais prendre toute ma part et apporter ma contribution à tous les candidats qui voudront bien m'écouter. Très bien. Vous restez confiant et optimiste pour l'avenir du pays? Je suis obligé d'être confiant, parce qu'il n'y a que le désespoir qui tue. D'ailleurs, si je peux me permettre cette citation d'Archimède, le grec, il dit « Donnez-moi un point d'appui et avec mon levier, je soulèverai le monde ». Donc, je suis un peu dans cette configuration. Nous avons le levier pour le pays Guadeloupe, mais il nous faut trouver le point d'appui. Et le point d'appui passe par une sérénité de notre société. Aujourd'hui, nous n'en prenons pas le chemin. Je ne suis pas là pour dire que je suis contre ou je suis pour les grèves et les blocages, pas du tout. Mais, arrivé un moment, il faut considérer l'intérêt général. Et qu'il y a des grèves qui sont nécessaires et il y en a d'autres qui sont moins importantes et moins nécessaires. Que certaines institutions soient bloquées, ça c'est précis, ce sont des lieux précis, mais que les routes soient bloquées, aujourd'hui, dans la configuration économique du pays Guadeloupe, je suis désolé, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Merci à vous, Dominique Virasamy, d'être venu jusqu'à nous sur ce plateau. Merci, à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de Franc Parler sur Éclair TV.